je vous remercie tout d'abord de m'avoir proposé de faire cette présentation. J'ai été contactée par le professeur Schreiby et puis je dois avouer que je n'ai pas vraiment réfléchi. J'ai dit oui tout de suite. J'ai dit oui, j'ai dit pas de problème, je fais le topo, ok, j'ai regardé mon agenda, 25 mars, c'était nickel. Et puis la semaine dernière, j'ai lu le sujet. Et là, je me suis dit, mince, j'ai peut-être dit oui un petit peu vite. Donc là, le sujet, c'était le traitement de l'hypertension artérielle doit être personnalisé. Donc, j'ai un peu triché. J'ai mis le traitement de l'hypertension artérielle doit-il être personnalisé? Parce que personnellement, je ne pense pas que le traitement de l'hypertension artérielle doit être personnalisé. Donc, je vais essayer de vous justifier pourquoi. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, on en a déjà pas mal discuté sur les topos précédents. Donc, l'hypertension artérielle, c'est fréquent, c'est 18 millions de décès cardiovasculaires par an. Il y a des analyses qui montrent qu'on pense qu'il y aura 1,6 milliard d'hypertendus dans le monde en 2025. Et puis, du coup, Bernard vient de vous en parler. On sait qu'il y a des patients qui ne sont pas contrôlés. Globalement, on estime qu'il y a 50% des patients qui ont une hypertension artérielle contrôlée et 50% des patients qui ne sont pas contrôlés. Dans ces patients non contrôlés, il y a les patients résistants dont Bernard vient de parler. Et puis, il y a des patients qui ne sont pas contrôlés parce qu'en fait, on n'a pas ajusté les traitements. Les recommandations européennes de 2013, elles avaient tendance à nous avoir appris à ajuster les traitements en fonction de certaines situations. Et donc, par exemple, on ajustait les traitements si les patients avaient une hypertrophie ventriculaire gauche, comme le professeur Motti nous en a parlé tout à l'heure, si les patients avaient une microalbuminurie, si les patients avaient déjà fait un AVC, si les patients avaient fait un infarctus, si les patients faisaient de la FA, si les patients étaient plus âgés, si les patients étaient diabétiques, etc. Et donc, finalement, on avait toute une liste de traitements à mettre en première intention chez les patients en fonction du contexte. Ça, c'était 2013. Et puis, les recommandations qui sont sorties en 2018, elles étaient plutôt dans cette logique-là. Et finalement, maintenant, on simplifie beaucoup les choses et on dit, en fait, maintenant, on veut les mêmes traitements chez tout le monde. Et donc, on dit, ça doit commencer chez tout le monde avec un IEC ou un ARA2, plus soit un inhibiteur calcique, soit un diurétique. On dit aussi qu'on commence globalement toujours par de la bithérapie d'emblée, qu'on garde la monothérapie que pour les gens qui ont des hypertensions artérielles de grade 1 à bas risque ou pour les patients qui sont plus âgés ou plus fragiles. Et donc, on dit les plus de 80 ans ou les patients fragiles. On part du principe on veut mettre une bithérapie d'emblée, même si c'est des toutes petites doses. Attention, on ne dit pas bithérapie pleine dose, parce qu'en fait, on a en tête que ça va mieux marcher, puisqu'on sait qu'il y a environ 30% de patients qui répondent à chaque type de monothérapie, mais que quand on met une bithérapie, comme les médicaments ont des effets synergiques, finalement, on va se retrouver plutôt autour de 80% de répondeurs que 60% de répondeurs. Donc, on a plutôt l'idée de dire on veut taper à différents endroits assez vite pour effectivement contrôler les gens le plus vite possible. Et puis après, on dit deuxième step, tout le monde doit avoir un IEC ou un ARA2, un inhibiteur calcique ou un diurétique. Et puis après, on arrive à l'hypertension artérielle résistante et puis je ne vais pas y revenir. Donc ça, c'était les recommandations européennes. Est-ce que c'est pareil à côté? Ça, c'est les recommandations du coup de l'ISH qui sont sorties un petit peu après les recommandations européennes et qui présentent globalement la même chose puisque du coup, on a pareil les inhibiteurs calciques et puis les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Et puis après, on va rajouter les diurétiques. Et puis finalement, après, on va rajouter la spironolactone. Ça se ressemble un peu. Il y a quand même des petits A, petits B, petits C où on dit attention, finalement, monothérapie, on donne exactement les mêmes critères. Et puis petit B, on dit finalement, peut-être qu'on mettrait d'abord des diurétiques plutôt que des calciques chez les gens qui ont fait un AVC. Puis chez les patients à peau noire, on pourrait dire plutôt cela, etc. Donc là, on commence à introduire des petites nuances qu'il n'y a pas du tout en fait dans les recommandations européennes. Effectivement, à l'ISH, ils reprécisent entre les blacks et les non-blacks, donc en disant que chez les patients du coup qui sont blacks, ils ont une réponse plus importante aux diurétiques. Donc, on introduit des petites notions, effectivement, de dire, en fonction des recommandations, on pourrait dire quelques petites choses. Si on regarde les recommandations de l'AHA qui étaient parues un petit peu avant, qui étaient parues en 2017, c'était à peu près la même idée. C'est-à-dire qu'on est parti d'un système où on détaillait énormément quel type de traitement dans quelle situation et on avait tous des listes avec, non, ce patient est diabétique, il a fait un AVC, il a fait un infarctus, etc. Et finalement, on a plutôt l'impression que là, on a tendance à simplifier au maximum et donc finalement à ne pas personnaliser.
Alors finalement, qu'est-ce que c'est un traitement personnalisé? Le traitement personnalisé, ça vient du cancer. Ça vient du cancer. L'idée, c'était de dire, finalement, on ne traite plus le cancer du sein, le cancer du rein, le cancer du poumon. On traite en fonction de cibles moléculaires et donc on analyse la tumeur à la recherche de cibles moléculaires spécifiques. Et quand on identifie ces cibles moléculaires, en fait, quel que soit l'organe sous-jacent, on tape sur la cible. Et donc maintenant, il y a des grosses oncologues et dans les grands services d'oncologie, on fait comme ça. On se dit, finalement, c'est pas tant l'organe initial qui compte que la présence effectivement de PDL, de PD1, de la présence de récepteurs au VEGF, etc., qui vont orienter le choix thérapeutique. Le problème, c'est que pour nous, c'est un peu plus compliqué de faire de la médecine personnalisée dans le monde du cardiovasculaire pour 2 raisons. D'abord parce que nous, on n'a pas de tumeur. Et puis ensuite, parce que quand on parle de la physiopathologie de l'hypertension artérielle, ça ressemble globalement à ça. Et encore, c'était en 72 et ça s'est compliqué depuis. Donc, évidemment, identifier une cible là-dedans, c'est compliqué. Et ce qu'on a quand même en tête, c'est qu'il y a des régulations et des contre-régulations dans tous les sens. Et donc, avoir une cible et taper dessus, on n'y croit pas énormément. On croit effectivement plutôt à l'idée de se dire qu'il y a différentes cibles et qu'il va falloir agir à différents endroits. On a également en tête le fait qu'il y a eu pas mal d'études qui avaient été faites sur les diurétiques, par exemple, et qui avaient montré que si on prescrit à un patient un diurétique thiazidique, en fait, on va augmenter l'expression du canal qui, lui, est sensible en fait au diurétique de Lens, par exemple. Donc, il y a des mécanismes de régulation et donc, par exemple, c'est mieux de mettre plusieurs types de diurétiques et c'est l'idée de la spironolactone plus l'hydrochlorothiazide que de taper très fort avec un seul diurétique. Et donc, ces mécanismes de contre-régulation, il y a des études qui le montrent chez l'animal, il y a des études qui le montrent au niveau moléculaire qu'effectivement, on a des systèmes de contre-régulation. Alors, quelles sont les spécificités qu'on garde encore? On garde effectivement, on se pose la question de la spécificité chez les patients qui sont à peau noire et il y a des études qui ont montré que les patients à peau noire qui résident en Afrique, aux États-Unis ou en Europe ont des spécificités effectivement. On les explique comment? On les explique parce qu'ils ont un système rénine-angiotensine qui est un peu différent, parce qu'ils ont une réponse au sodium qui est un peu différente, ils ont une augmentation du risque cardiovasculaire et un âge vasculaire qui est plus élevé. On sait, nous, dans le monde de l'hypertension artérielle, tous, que c'est des patients qui ont des hypertensions artérielles qui, malheureusement, sont souvent sévères, sont souvent précoces et qui ont des complications, des atteintes d'organes cibles qui sont plus importantes. Là, on ajuste un petit peu pour ça parce qu'ils sont un peu plus graves et on dit, d'abord, il faut les screener annuellement à partir de 18 ans. On dit qu'il faut faire attention aux règles hygiéno-diététiques. Et puis, on dit, en première intention, on donne une place aux diurétiques. Pourquoi? À cause, effectivement, de cette rétention hydrosodée et qui fait qu'ils sont beaucoup plus sensibles aux diurétiques. Il y a une autre petite chose qui est importante à avoir en tête, c'est le risque d'angioëdème sous IEC qui est 3 fois plus élevé chez les patients à peau noire. Et donc, du coup, dans le choix IEC versus ARA2, on a de plus en plus tendance à dire qu'on simplifie les choses et que c'est soit l'un, soit l'autre. Chez les patients à peau noire, on aura une petite préférence pour les ARA2 à cause de ce risque d'angioëdème. Chez les patients diabétiques, on se retrouve avec le traitement de tout le monde et donc on n'a plus vraiment de préférence de traitement. On veut un bloqueur du système rénine-angiotensine, mais finalement maintenant on le met en première intention chez tout le monde. Et puis on va dire soit un inhibiteur calcique, soit un diurétique thiazidique. Ce qui change un petit peu peut-être et ce qu'on personnalise un peu chez nos patients hypertendus diabétiques, en fait, ce n'est pas le traitement de l'hypertension artérielle, c'est le traitement du diabète. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a les analogues du GLP-1 qui vont avoir une bonne efficacité sur la prévention cardiovasculaire et puis que maintenant, on a les inhibiteurs SGLT2 qui, en fait, par le mécanisme d'action qu'ils ont, donc vous savez, ils vont générer en fait une perte urinaire de glucose, ils vont en même temps, en fait, par les canaux, il va y avoir en même temps une perte urinaire de sodium et donc, du coup, on a une natriurèse qui augmente et on a un petit effet sur la pression artérielle. Et donc, du coup, on n'ajuste pas vraiment le traitement antihypertenseur chez les patients diabétiques, mais c'est vrai qu'on commence à avoir des petites préférences sur le traitement du diabète chez ces patients diabétiques hypertendus. Chez les patients qui ont une insuffisance rénale, il n'y a pas d'ajustement spécifique. Le seul ajustement qu'on accepte et qu'il y a, c'est effectivement qu'avec un DFG qui est inférieur à 30, et encore on est un peu plus souple qu'avant, on va mettre plus facilement des diurétiques de Lens. Et puis, ce qu'on dit surtout, c'est attention, c'est les patients qui, quel que soit leur DFG, ont besoin du bloqueur du système rénine-angiotensine. Et je vais enchaîner avec la diapositive suivante en disant même quand ils ont une sténose de l'artère rénale. Pourquoi? Parce que maintenant, il a été largement démontré que les patients qui aient une néphropathie sévère
qu'ils aient une sténose unilatérale ou bilatérale des artères rénales, en fait, ils ont un profil de risque cardiovasculaire tellement grave qu'ils ont besoin d'IEC ou d'ARA2, quel que soit le prix qu'il faille payer sur la fonction rénale globalement s'il n'y a pas de sténose artérielle rénale. Donc finalement, est-ce qu'on personnalise le traitement de l'hypertension artérielle? Pas tant que ça. On a effectivement des petites règles, mais finalement, on reste de plus en plus sur la même chose. Chez les patients plus âgés, on a plutôt effectivement les mêmes types de traitements. On va dire qu'on n'aime pas les diurétiques de lance et qu'on n'aime pas les alpha-bloquants, mais d'un autre côté, on avait déjà dit que chez les autres, on n'aimait pas tellement les diurétiques de lance ni les alpha-bloquants. On fait attention, bien entendu, à la tolérance des médicaments, mais ça paraît assez légitime. Au final, en termes de traitement, actuellement, en 2021, on a plutôt envie de dire non, on ne personnalise pas les médicaments. On veut les 3 mêmes grandes classes de médicaments chez tout le monde, soit un IEC, soit un ARA2, un inhibiteur calcique, un diurétique. Et donc, ça va être notre base de traitement. On a tous nos habitudes de prescription, ça ne change pas grand-chose. On a l'idée qu'on veut diminuer le nombre de comprimés, donc on donne effectivement souvent des bithérapies, voire des trithérapies quand on y a accès. En France, ce n'est pas remboursé. Les trithérapies en un seul comprimé. Mais finalement, du coup, est-ce qu'on personnalise le traitement? Non, on ne personnalise pas le traitement. Est-ce qu'on devrait personnaliser le traitement? En fait, la question ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est qu'avec 50% de patients hypertendus non contrôlés, il faut simplifier les choses parce qu'il faut que ce soit fait. On a aussi simplifié les choses. Est-ce que maintenant, on personnalise les cibles? Alors, je m'étais dit, finalement, si ce n'est pas sur les médicaments, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on personnalise dans la prise en charge de l'hypertension artérielle? Alors, est-ce qu'on personnalise les cibles de prise en charge d'hypertension artérielle? En fait, plutôt pas. Sur les dernières recommandations, on a plutôt eu tendance à simplifier pareil en disant la cible chez tout le monde, c'est d'être à moins de 130 mm de mercure. Alors, on a introduit une nouveauté, mais on l'introduit aussi chez tout le monde si on veut que les gens soient supérieurs à 120 mm de mercure sur la pression artérielle systolique. Et ça n'existait pas. Cette bande minimale n'existait pas. Elle est assez intuitive, mais c'est vrai qu'elle n'existait pas. Dans les recommandations européennes, il y a un petit bémol qui est fait sur l'insuffisance rénale, où on dit on pourrait peut-être tolérer plutôt moins de 140 que moins de 130. Je ne sais pas si vous avez vu passer les KDIGO qui viennent d'être publiés. Donc, les KDIGO, c'est la Bible des néphrologues sur les patients en insuffisance rénale. Et en fait, les KDIGO, eux, ils disent moins de 120. Donc, tout ça pour dire que ces cibles de pression artérielle chez les patients avec une insuffisance rénale, c'est très compliqué, mais que globalement, on retient de façon simple que non, dans nos cibles, en fait, suite aux différents essais qui ont été publiés ces dernières années, notamment Sprint, on a plutôt eu tendance à simplifier et à dire on veut la même cible tensionnelle chez tout le monde. Donc, est-ce qu'on personnalise les cibles tensionnelles? Quand on voit cette diapo, on a plutôt envie de dire non, on ne personnalise pas les cibles tensionnelles. Alors, est-ce qu'un jour, on va y aller vers cette personnalisation du traitement antihypertenseur? On va probablement y aller un jour quand même. Comment est-ce qu'on y va? On y va en fait avec la pharmacogénétique. Et donc, en fait, la pharmacogénomique et la pharmacogénétique, le principe, c'est d'analyser le plasma, le sang des patients, et de faire des GWAS, donc des analyses du génome, et d'identifier des polymorphismes qui permettraient du coup de changer un petit peu nos stratégies thérapeutiques. Donc, il y a quelques études qui montrent, par exemple, qu'il y a certains polymorphismes qui augmentent la réponse aux diurétiques. Est-ce que ça va être généralisé? Ce sera probablement jamais généralisé. Pourquoi? Parce qu'un GWAS, certes, c'est beaucoup, beaucoup moins cher qu'avant, mais ça reste cher et surtout, c'est quand même compliqué à interpréter. Et donc, probablement que dans les années qui viennent, on aura accès à cette pharmacogénomique, mais qu'on le réservera aux patients pour lesquels on n'y arrive pas, soit parce qu'ils sont très intolérants aux médicaments, soit parce qu'ils sont résistants, mais qu'en routine clinique, au vu de la prévalence de l'hypertension artérielle à 1,6 milliard d'habitants, on va continuer à dire qu'on ne va pas pouvoir faire de la génomique poussée chez tous les patients hypertendus, ça n'a pas de sens, alors que finalement, nos médicaments marchent bien. Alors après, Bernard en a parlé, se pose la question de la dénervation rénale. Moi, je ne parle pas de la dénervation rénale dans l'HTA résistante, je parle de la dénervation rénale dans les patients qui finalement ont des hypertensions artérielles pas si sévères. Et donc, dans les études qui sont sorties ces dernières années, notamment dans Radiance Solo, en fait, il y a 20% des patients qui se sont retrouvés normotendus sans traitement 2 mois après la dénervation rénale. Et puis, il y a un petit lot de ces patients qui sont restés normotendus. Donc, finalement, il va peut-être y avoir des patients qu'on va réussir à identifier comme pouvant être guéris ou en tout cas se retrouver temporairement sans médicaments par la dénervation rénale. Pour l'instant, on est au tout début de ça. Comme vous le savez, on a commencé chez les patients avec des hypertensions artérielles résistantes. Comme le disait Bernard, la dénervation rénale, ça a été un petit peu les montagnes russes.
on essaye encore de lui trouver sa place. Peut-être qu'effectivement, un jour, dans notre arsenal thérapeutique, dès le départ, il y aura la dénervation rénale chez certains patients. Parce qu'effectivement, si on a un moyen de dire à un patient de 45, 50 ans, ben, on a une technique qui fait que vous n'aurez pas besoin de traitement pendant 3 ans, 5 ans de plus, c'est sûr que ça vaudra le coup. Pour l'instant, on est au tout début de ça parce qu'effectivement, les techniques pour dénerver commencent à peine à s'améliorer. Alors après, je me suis dit, ben, peut-être que personnaliser le traitement, ça voulait aussi dire qu'on ne traite plus sur des chiffres de pression artérielle, mais qu'on traite sur un profil cardiovasculaire global, comme on le fait par exemple en lipides depuis des années. Et c'est vrai que dans le monde de l'hypertension artérielle, c'est un petit peu débattu depuis des années. Donc, est-ce qu'on vise une cible de pression artérielle? Est-ce qu'on vise une cible de facteur de risque? Et en fait, on jongle un petit peu sur les deux. Pourquoi est-ce qu'on jongle un petit peu sur les deux? Parce qu'en fait, on sait que si on regarde le bénéfice de la réduction de pression artérielle en fonction du profil de risque cardiovasculaire, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a la même diminution relative, quel que soit le risque cardiovasculaire, mais que bien entendu, plus les patients sont à risque, plus on a un gain en valeur absolue de cette baisse de pression artérielle. Donc, chez les patients à très haut risque cardiovasculaire, on a un bénéfice de la réduction de la pression artérielle qui est beaucoup plus important en termes d'événements évités que chez les patients qui, dès le départ, avaient un faible risque. On introduit un peu cette notion dans les recommandations européennes puisqu'on dit, effectivement, en fonction du risque cardiovasculaire, il y a des patients qu'on va traiter d'emblée ou qu'on ne va pas traiter. Et puis PS versus la définition américaine qui disait en fait, on va traiter les patients à partir de 130. On définit l'hypertension artérielle à partir de 130-80 et plus de 140-90. Et nous, on était un petit peu anxieux tous de savoir si la définition allait changer. Eh bien, on a gardé en Europe la définition à 140-90, sauf qu'on a quand même dit, ah mais attention, chez les patients qui ont des pressions artérielles nord-hautes, mais qui sont à haut risque cardiovasculaire, on peut quand même leur introduire un traitement. Donc là, effectivement, on introduit le concept on ne les appelle pas hypertendus, mais en fait, on leur donne un traitement antihypertenseur. Et là, effectivement, on peut se dire qu'on ajuste nos habitudes de prise en charge sur le risque cardiovasculaire. Alors finalement, est-ce qu'on a besoin de personnaliser le traitement? Est-ce que c'est là qu'est l'enjeu? Et donc, il y a des études et des modèles qui ont essayé de regarder de quoi est-ce qu'on aurait besoin. Donc, c'est les Américains qui ont fait ça, qui disent, nous, on veut trouver la solution pour que d'ici 2022, donc c'est un papier qui date de 2019, on veut, donc c'est avant la Covid, on veut qu'il y ait 80% des patients qui soient contrôlés aux États-Unis. Et donc, ils font tout un modèle informatique que je suis totalement incapable de vous expliquer en détail. Mais le papier est assez joli. Et en fait, ils disent de quoi on a besoin. Et donc, ils testent différentes choses. Et ce qu'ils trouvent, en fait, c'est que les médicaments ne sortent pas. On n'a pas besoin tellement de nouveaux médicaments. On a besoin d'augmenter les visites des patients. On a besoin de diminuer l'inertie thérapeutique, c'est-à-dire les médecins qui ne changent pas les traitements. On a besoin d'augmenter l'observance. Donc ça, Bernard vous en a longuement parlé tout à l'heure. Donc finalement, est-ce qu'on a besoin de personnaliser nos traitements? Peut-être pas. Peut-être que la stratégie actuelle qui est de simplifier au maximum est bonne. Parce que ce dont on a besoin, en fait, c'est de voir nos patients plus souvent, c'est de discuter avec eux. Il y a des études qui montrent que quand un patient rentre dans le box de consultation du médecin, il est interrompu pour la première fois au bout de 30 secondes. Donc, effectivement, on les interrompt vite, on est tous débordés, on n'a pas le temps, c'est compliqué. Et donc, si je dois répondre à la question qui était posée, qui d'ailleurs n'était pas posée parce que c'était affirmé, mais moi, je repose la question. Est-ce que le traitement doit être personnalisé? Je ne crois pas que le traitement doit être personnalisé. Par contre, je pense qu'effectivement, la prise en charge globale des patients doit être personnalisée et que c'est peut-être plus là-dessus qu'on a des choses à gagner. Dans le monde de l'intelligence artificielle, probablement tant mieux pour nous, ça veut dire qu'on a encore du boulot, mais c'est peut-être pas tant sur les types de médicaments qu'on prescrit que sur le lien qu'on établit avec nos patients. Voilà, merci beaucoup.